Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui, c'est Laurette Ankelings. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste, encore pour quelques heures ministre fédérale et bientôt chef du groupe PS à la Chambre, dans l'opposition. Donc, ce sera une première pour vous, l'opposition fédérale, Laurette Ankelings. Tout à fait, vous avez raison. J'ai déjà été députée, donc pour moi, c'est un retour aux sources. Mais c'est la première fois, effectivement, dans l'opposition, je vais apprendre un nouveau métier. Et quel est votre sentiment ? Écoutez, je poursuis en quelque sorte, je vais poursuivre mon œuvre. J'ai toujours travaillé avec cette conviction qu'il fallait se battre pour la justice sociale et la justice fiscale. Je l'ai fait comme ministre et je vais le faire sur les bancs du Parlement dans une période, je pense, extrêmement difficile pour la population. Il n'y a pas une grande frustration après plus de 20 ans comme ministre Laurette Ankelings? Certainement pas. Et en plus, je trouve qu'il serait honteux de ma part, par exemple, de me plaindre quand on voit ce que les gens vont recueillir comme fruit de la nouvelle coalition. Non, au contraire, j'ai envie de me battre et de me battre à leur côté. Et donc la réaction très forte du Parti socialiste envers cette nouvelle coalition fédérale, c'est pas l'expression d'une colère ou d'une frustration d'être envoyé dans l'opposition? Pourquoi une colère contre cette nouvelle coalition? D'abord, c'est une coalition qui est vraiment aux mains des Flamands. Et ça ne va pas. 25% seulement des francophones sont représentés en quelque sorte dans cette coalition. Mais le MR a beaucoup de postes ministériels. Et alors, quelle est la différence? C'est un parti politique choisi par moins de 25% de la population qui est dans ce gouvernement. Donc les 3/4 des francophones, leurs idées, leurs valeurs, leurs choix ne sont pas représentés, alors que l'immense majorité des Flamands est représentée. Ça veut dire qu'il aurait fallu un Premier ministre flamand, que Charles Michel n'est pas légitime comme Premier ministre? Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Je dis simplement que les choix politiques de 3/4 des francophones ne sont pas représentés au gouvernement. Ça, c'est un. 2, leurs décisions. Parce que certains ont dit, nous avons le courage de prendre certaines grandes décisions. C'est quoi ce courage-là? C'est en fait le courage de s'attaquer aux gens. Nous avons résisté, par exemple, au FMI, à l'Europe, à la Commission, qui voulait que l'on tape dans les pensions, que l'on tape dans les salaires. On a toujours dit non. Ça a été le courage, en quelque sorte, d'avoir une Belgique qui était différente et qui, grâce à ça, est très bien classée vous avez quand même, dans vous avez les quand même pays fait des du économies, bien-être. vous avez dû assainir aussi les finances publiques. C'est une évidence. Mais c'est un des pays, la Belgique, les mieux classés en termes de bien-être au monde. Eux, maintenant, ils se mettent dans la parole, dans la volonté de ces économistes du FMI, en s'attaquant au salaire des gens et aux pensions. Mais est-ce que vous ne faites pas un peu la même chose là où vous êtes au pouvoir déjà actuellement, c'est-à-dire en Fédération Wallonie-Bruxelles, en région Wallonne, et on le verra bientôt en région bruxelloise? Est-ce que là aussi, il n'y a pas des économies à faire? Est-ce que là aussi, vous ne devez pas assainir un peu comme ils le font, comme ils vont le faire, comme ils comptent le faire au fédéral? Est-ce que ce n'est pas un peu le même travail? Mais monsieur Lheureux, sûrement pas. Il faut effectivement retrouver l'équilibre des finances publiques. Donc on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas faire de promesses en l'air. On ne peut pas dire il n'y a qu'à. Ça, c'est une évidence. Par contre, dans les choix pour y arriver, il y a des différences fondamentales, notamment entre la gauche et la droite. Nous avons fait très largement contribuer le capital. D'autant plus que dans une période difficile, ce sont les plus riches, les plus privilégiés qui doivent intervenir plus. Ici, le capital, pratiquement rien, quelques petites mesures de lutte contre la fraude fiscale. Quelques centaines de millions d'euros tout de même. Voilà, sur 12 milliards, monsieur Lheureux, sur 12 milliards, plus la compensation des politiques nouvelles. Le reste, ce sont les gens. C'est une attaque sur les salaires, sur les pensions, sur la santé. Alors, vous allez donner les clés de votre cabinet santé, affaires sociales à Maggie Debloc, Open VLD. Ce sera demain, 16h. C'est juste. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais j'ai préparé toute une série de dossiers parce qu'il doit y avoir une continuité dans le service de l'État. Donc les dernières semaines, j'ai vraiment voulu être en ordre dans l'ensemble des dossiers pour lui expliquer les grands défis à très court terme pour la santé publique et les affaires sociales. C'est un bon casting, Maggie Debloc, pour vous succéder? Écoutez, je connais Maggie Debloc depuis très très longtemps, puisque à l'époque, elle était dans ma commission au Parlement avant de devenir ministre fédéral. Donc on a toujours eu un dialogue très, très franc, très direct. Maintenant, on la jugera évidemment sur les choix politiques qu'elle effectuera. Et vous avez des craintes sur ces choix politiques dans ce domaine-là?
Dans les domaines de la santé, ce que j'ai remarqué à la lecture, en quelque sorte, de l'accord de gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de révolution, sauf dans les économies à faire. Or ça, effectivement, ça me fait peur, parce que faire des économies, notamment sur les dos des patients, c'est ce que j'ai toujours refusé, et donc je serai très vigilante à l'avenir. On entend bien que l'Open VLD est quand même peut-être le partenaire qui vous gêne le moins dans cette future coalition. Non, je n'ai jamais dit ça. Je connais évidemment les choix de l'Open VLD, je les fréquente au gouvernement depuis un certain temps, et j'ai vraiment dû m'opposer à eux très fermement, et je continuerai à le faire, de mon bord du Parlement. Comment est-ce que vous l'appelez, cette future coalition? On sait qu'il y a beaucoup de termes qui sont sortis, il y a eu kamikaze, il y a eu suédoise, tous ces termes sont connotés. Comment est-ce que vous l'appelez? On va pouvoir l'appeler à l'avenir la coalition Michel Jambon, puisque c'est le nom du Premier ministre et le nom du premier vice-premier ministre. L'ultra-droite, comme l'appelle Di Rupo, c'est pas un peu excessif, ça? Mais pourquoi est-ce excessif selon vous? Je vous pose la question. C'est un gouvernement de droite qui s'assume comme tel, qui fait des économies sur le dos des gens et qui ne va rien chercher auprès du capital. Donc c'est bien une coalition de droite et de droite extrême. Alors vous parlez de Yann Yambon qui sera, c'est désormais quasiment officiel, le nouveau ministre de l'Intérieur, oui. NVA. Un ministre NVA à l'intérieur, les communes bruxelloises doivent s'inquiéter? Mais ce qui est inquiétant, on sait que le NVA est un parti nationaliste qui a horreur de la Belgique en tant que telle. On voit qu'ils ont des pouvoirs clés. Ils ont la présidence du Parlement, ils ont le ministère de l'Intérieur. Et Yann Yambon, ce n'est pas n'importe qui. Son passé, on en reparlera au Parlement, et fait aussi de moments d'accointance avec les collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale. En plus de cela, on voit que toutes les fonctions régaliennes de ce gouvernement, que ce soit la justice, l'intérieur, les finances, la défense nationale, tout ça, c'est aux mains des partis flamands. Et donc, effectivement, ça peut faire craindre pour l'avenir de ce pays. Mais la NVA, il n'y a aucun point dans l'accord de gouvernement a promis qu'il n'y aurait pas d'institutionnel, vous n'y croyez pas? Il ne pouvait pas. Il n'y avait aucun article de la Constitution à réviser, donc ils l'auraient même voulu chanter, crier sur tous les toits. Il n'était pas possible pour eux de faire de l'institutionnel maintenant. Mais ils l'ont dit. C'est pour 5 ans. Nous allons maintenant au cœur du pouvoir et préparer ce que l'on fera. Donc il n'y a pas de crainte pour l'avenir de la Belgique dans les 5 ans à venir? Mais bien sûr que si, puisqu'il n'y a pas besoin de grands changements institutionnels. Ça, ils vont le préparer pour la suite. On peut, dans chacun des dossiers, faire de l'institutionnel. Vous savez que la NVA a fait des tas de tweets dernièrement, dont un disant on va pouvoir commencer à diminuer, disent-ils, les transferts sociaux vers les francophones de Bruxelles et de la Wallonie. Sur le survol de Bruxelles, on a beaucoup parlé en campagne électorale. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les Bruxellois. La coalition fédérale va mettre en œuvre le moratoire. Ça veut dire des nuits plus tranquilles. C'est quand même un point positif. Écoutez, vous savez que j'ai formé ce gouvernement, j'étais formatrice du gouvernement bruxellois et nous avions eu un accord entre les 6 formations politiques de Bruxelles. Donc si cet accord peut être mis en œuvre, ce sera tant mieux. Moi, je me suis fort inquiétée quand j'ai vu M. De Wolf demander qu'on n'applique pas les astreintes notamment contre le bruit, le dépassement des normes de bruit. J'espère que le MR va avoir la décence de laisser faire le gouvernement bruxellois dans sa juste revendication. C'est hors de question de ne pas réclamer les astreintes au fédéral? Hors de question. Alors, Belliris, c'est une enveloppe que vous aviez aussi, que vous avez encore pour quelques heures. On rappelle ce que c'est, c'est le financement de grands projets sur Bruxelles. Visiblement, ce sera Didier Reynders qui aura l'enveloppe. Est-ce que là aussi, vous avez des craintes pour Bruxelles? Écoutez, je préfère de loin que ce ne soit pas la NVA qui est la Belliris, puisque on sait que c'est un parti qui se moque complètement de Bruxelles, pour reprendre les propos de Rudy Vervoort. Ça, c'est clair. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne fera pas d'économie sur Belliris. Vraiment, Bruxelles a besoin. J'ai augmenté sans cesse les budgets dans Belliris au profit des Bruxellois et j'espère qu'on maintiendra cette trajectoire positive pour Bruxelles. Alors, on entend que les mots sont assez durs. Est-ce que, de manière générale, il y a une fracture au sein du monde politique francophone? Oui. Oui, parce que de la part du MR, il y a une trahison des francophones. Alors l'alternance en politique, c'est normal. C'est normal que des partis soient de temps en temps la majorité,
et dans l'opposition, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui ne va pas, c'est qu'on a là un parti qui s'est offert à la Flandre, véritablement. Vous savez que le gouvernement flamand, en quelque sorte, les 3 partis qui sont maintenant au gouvernement fédéral et qui ont pris comme proie, en quelque sorte, le MR. Le MR a trahi les électeurs francophones et ça ne s'oubliera pas. Elle est irrémédiable, cette fracture. Vous ne retournerez jamais à la table avec le MR? Mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que ça ne s'oubliera pas. Mais est-ce qu'il faudra un pardon ou une reconnaissance d'une faute? Voyons déjà ce qu'ils vont faire avec les clés du pouvoir qu'ils ont maintenant entre les mains. Est-ce que ce n'est pas quand même un avantage d'avoir un paysage politique plus clair? On sait que la Belgique a souvent fonctionné avec le fameux compromis à la belge, où la gauche et la droite doivent faire des compromis. Est-ce qu'ici, pour avancer, ce n'est pas plus clair pour le citoyen aussi, finalement? Je pense que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va être très clair. On va très clairement voir la manière de faire une politique de droite contre les gens, les salaires et les pensions. Alors, avec un PS dans l'opposition, est-ce qu'il va y avoir du changement à la tête du parti? Non, c'est le président Elio Di Rupo qui va évidemment s'occuper du fédéral, mais aussi des régions et des communautés. Pour ce qui me concerne, je vais me concentrer sur la défense des citoyens au cœur du Parlement fédéral. Aucune velléité de remplacer Elio Di Rupo à la tête du PS? C'est un parti uni. Vous avez ouvert un compte Twitter il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Vous n'avez pas encore tweeté. Pas encore. Ce sera quand votre premier tweet? La semaine prochaine. Et il aura trait à quoi? Ça, je ne vous le dis pas, c'est la surprise pour vous obliger à regarder de temps en temps sur mon compte. Et est-ce que c'est vous qui tweeterez ou bien ce sera un collaborateur qui je dis très clairement, ce sera parfois moi, parfois des membres de mon équipe. Je ne vais pas constamment être sur Twitter parce que je pense qu'il y a trop de travail à réaliser pour passer son temps à être sur son compte Twitter. Mais il y aura moi et mon équipe. Vous n'avez pas peur d'erreurs comme il y a pu en avoir par exemple avec Fadila Hanan Ou Yves Le Terme. Ou Yves Le Terme, effectivement. Non, je ferai le maximum pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je vous le promets. Merci beaucoup Laurette Onkenings d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, dans Les Experts, Alain de Stex, député bruxellois MR, et Ahmed Lawège, député fédéral PS. Bel après-midi sur Télé Bruxelles.